Lundi 17 septembre 2018, mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée au programme de Ghana TV. Vous êtes les bienvenus dans cette émission Café Débat. Vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et pour ce premier numéro de la semaine qui est exclusivement consacré justement à la culture, vous le savez, la Guinée qui, depuis la Première République, a été un pays culturellement riche et reconnu dans le monde entier et qui par moments a connu des moments de chute, j'allais dire, évidemment vient de se doter de ce qu'on peut appeler la nouvelle politique culturelle de la République de Guinée qui a été officiellement remis au président de la République Alpha Condé par le ministère, les responsables du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique justement, et nous reviendrons là-dessus pour parler des grands axes de cette politique culturelle de la République de la Guinée, les avantages que ça peut représenter et l'effet que cela aussi peut avoir en termes de développement économique. Et pour en parler, qui mieux que monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture, mais qui est également ancien ministre de la Culture. Il s'agit de monsieur Isto Kera. Monsieur le ministre, bienvenue dans cette émission. Bien, merci Uri, et je dis bonsoir à tes millions de téléspectateurs. Et c'est un plaisir exquis pour moi de participer à cette émission pour essayer de donner des explications claires qui pourront nous permettre de rendre accessible et vulgariser, n'est-ce pas, cette nouvelle politique culturelle nationale de la République de Guinée. Évidemment. Cette politique culturelle, le document dont il s'agit est là, sous la main. Et je l'ai dit, vous êtes ancien ministre de la Culture. Vous êtes une personnalité qui connaît ce milieu de la culture depuis un bon bout de temps. Alors quand on dit aujourd'hui que la Guinée se dote d'une nouvelle politique culturelle et qui a d'ailleurs été remise au président de la République, est-ce que cela veut dire autrement qu'on n'en avait pas depuis la Première République et une période qui a été si riche en matière de culture, en parlant de la période de Sékou Touré? Justement, cette précision est à donner, surtout à la nouvelle génération. Je dois avouer, et avec beaucoup d'optimisme et puis d'enthousiasme, que la Première République a marqué l'histoire de l'humanité par une volonté politique ferme dans le cadre de la culture et du sport. Je dois dire que la Première République avait effectivement une politique culturelle nationale. Et cette politique culturelle nationale qui existe jusqu'à maintenant, mais qui est obsolète. Donc, depuis 1984 pratiquement, il y a eu des tentatives de toilettage, d'adaptation de cette politique culturelle nationale. Ces tentatives ont été vaines, et ce n'est qu'après 38 ans pratiquement qu'aujourd'hui, avec la Troisième République, la Guinée se dote d'une nouvelle politique culturelle nationale, mais qui n'est pas un rejet systématique de la première politique culturelle nationale. Justement, cette nouvelle actualisation, une suite logique. Cette pour une nouvelle politique culturelle nationale répond à la trilogie passé, présent et l'avenir. Parce que nous avons, à travers ce document de 150 pages, jeté un regard rétrospectif critique sur ce que la Première République a posé comme acte, comme jalon dans le domaine de la culture, capitaliser les acquis et puis les mettre, n'est-ce pas, les adapter aux nouvelles contingences du monde culturel d'aujourd'hui. Cette précision est extrêmement importante. C'est important donc de savoir que parler aujourd'hui de politique culturelle de la République ne veut pas dire que la Guinée n'a pas connu justement ce document, une sorte de boussole qui guidait les responsables de la révolution à l'époque. Est-ce que c'est pour cela que dans le troisième paragraphe de la synthèse de ce document, il est dit qu'en prenant en compte ces nouvelles réalités, la Guinée, la nouvelle politique affirme son universalité tout en sauvegardant l'identité culturelle spécifique de la République de Guinée, et le gouvernement aura donc un rôle à jouer à travers une attention soutenue aux programmes, projets et initiatives portés à son niveau par les ministères des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, à travers également l'attention portée aux dimensions culturelles des politiques dans les domaines clés de l'éducation, de la recherche, de l'information, du tourisme, de l'environnement et du développement durable. Ben, tout à fait. Ces deux paragraphes veulent dire quoi? C'est-à-dire que cette nouvelle politique culturelle n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas un travail qui sort de l'ex nihilo.
c'est le fruit simplement d'un ensemble d'ateliers régionaux qui ont été organisés dans les 4 régions naturelles, à savoir l'Abbé pour la Moyenne-Guinée, Kindia pour la Haute-Guinée, Kankan pour la Haute-Guinée et Zélékouré pour la Guinée forestière et la zone spéciale de Conakry. Donc 5 ateliers ont été organisés et qui, n'est-ce pas, ont regroupé toutes les familles d'acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans le domaine de la culture. Parce que beaucoup de Guinéens pensent aujourd'hui, lorsqu'on parle de culture, qu'elle se résume simplement à la musique. Absolument, je voulais aussi en et c'est dommage que c'est une position réductionniste de la culture. Absolument. Les secteurs de la sculpture, de l'art culinaire, la cuisine, le 7e art, le cinéma, le patrimoine historique, les sites et monuments historiques, n'est-ce pas, la chaîne du livre, et pour ne citer que ceux-là, ont été interrogés, ont fait un diagnostic exhaustif sans complaisance de leurs problèmes, ont posé les états des lieux de leur secteur, et cela a été récolté par un collectif d'experts guinéens dirigé par le ministre Baïloti Livel Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale, écrivain également, M. Riyad Chaloub qui fut mon chef de cabinet, et M. Bandian Traoré qui est le conseiller chargé des questions de culture. Donc ce sont ces 3 personnes sur qui nous avons jeté notre dévolu capital confiance pour essayer d'aller récolter, n'est-ce pas, faire la collecte de tout ce que nous avons comme information, n'est-ce pas, sur les différents secteurs de la culture, les rythmes, les percussions. Vous allez voir qu'aujourd'hui, grâce à cette nouvelle politique culturelle nationale, parce que dont nous avons déjà commencé la réalisation de certaines actions prioritaires, parce que ça c'est extrêmement important. Donc ce sont ces 3 experts qui ont conduit ces travaux et qui ont fini à Conakry par un atelier de validation sous la présence du gouvernement à l'époque, M. Mamadi Oula, Premier ministre. Et je dois rappeler que ces travaux ont été lancés parce que, hommes de culture que nous sommes, et on a été intellectuels oblige, c'est le ministre Siaka Bari, à l'époque ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, qui a jeté, n'est-ce pas, les premiers jalons de la conception de cette nouvelle politique culturelle nationale. Et il vous souviendra que lorsque M. Sanoussi Bantamasso, l'actuel ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, est venu dans son discours de prise de fonction, a dit qu'il capitalisait les acquis positifs, n'est-ce pas, de son prédécesseur, comme pour dire que ici, dans ce département, nous ne voulons pas faire l'histoire par rétrojection, c'est-à-dire rejeter tout ce que nos prédécesseurs ont fait. Donc nous capitalisons tout ce que la Première République a fait et capitalisons tout ce que les ministres qui se sont succédés ont posé comme actes et actions positifs qui peuvent aller dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de vie des hommes de culture, et c'est le résultat de tout cela qui se retrouve ici. Aussi, il y a un concept important dont vous avez parlé tout de suite, c'est l'universalité. Nous avons voulu, à travers ce document, faire en sorte que son contenu enfonce ses racines dans la tradition et qu'elle s'ouvre sur le monde extérieur, sur aujourd'hui. C'est vrai que moi, pratiquement, j'aime pas ce mot parce que les mots à la mode, je les aime pas. C'est la mondialisation. L'avancée technique et technologique. Il faudrait qu'on adapte, par exemple, notre politique culturelle à ces questions, par exemple, de droits d'auteur et de droits voisins. C'est pour ça que je voulais paraphraser le président sans vouloir vous interrompre, qui disait que, en fait, remettre l'accent, ou si vous voulez faire renaître certains éléments importants de nos cultures, ne veut pas dire nous fermer à l'extérieur. Absolument, absolument. Je crois que les intellectuels africains que nous sommes aujourd'hui, nous devons éviter de tomber dans le piège de l'acculturation. Nous ne devons pas être envahis par la modernité. C'est vrai que les pieds doivent être enfoncés dans la tradition, mais la tête dans la modernité. Et je crois que ce livre-là répond parfaitement à cette préoccupation, ce qui fait que vous allez voir, par exemple, au niveau
des droits d'auteur, des concepts comme les concepts de droits d'auteur ou des droits voisins, des concepts de copie privée, les plateformes numériques. C'est d'ailleurs qui n'était pas à l'époque sous la Première République, parce que il n'y avait pas cette, voilà, c'était pas la réalité du moment. Donc nous avons tenu compte de tout cela. Nous avons pris en compte, par exemple, dans le secteur du spectacle, les points de vue des acteurs culturels évoluant dans le domaine du spectacle vivant, tels que les agences de spectacle de notre pays, mais aussi les journalistes culturels, l'USAGI, l'Union des journalistes culturels de Guinée, le réseau des managers de Guinée, les activités para-artistiques, comme les impresarios et les managers, tous ont été pris en compte et ont participé de façon inclusive à la conception de ce document. Les 3 personnes que j'ai citées, qui sont des Guinéens, qui sont des experts guinéens et qui ont prouvé leur expertise dans la matière de la culture ici, n'ont fait que mettre, n'est-ce pas, à travers une collection de données, ce qui a été proposé à la base, n'est-ce pas, par les différents acteurs, justement, des sous-secteurs de la culture nationale. Et c'est ce qui est extrêmement important à signaler. Ce document, il est composé de 150 pages, comme je vous ai dit. Il y a 90 actions prioritaires. Voilà, les actions prioritaires, j'allais en venir tout de suite, monsieur le ministre, pour en parler peut-être un peu après. Mais vous avez parlé tout à l'heure des insuffisances de la première politique nationale qui existait depuis le premier régime. Pour un peu parler concrètement, quels étaient les éléments qui étaient maintenant archaïques, qu'il fallait revoir, qu'il fallait actualiser pour que ce nouveau document voit le jour. Mais vous savez que à la faveur du changement de régime en 1984, 2 régimes révolutionnaires où l'État était tout puissant, où l'État gérait le sport, la culture, l'État gérait tout. Aujourd'hui, c'est une politique libérale. Donc il fallait adapter la nouvelle politique culturelle aux nouvelles contingences socio-économiques, politiques et culturelles. Donc il y a une nouvelle vision qui consiste en la libéralisation des activités culturelles. Aujourd'hui, les artistes, par exemple, depuis 1984, cette fonction n'est plus une fonction fonctionnalisante, ce ne sont plus des fonctionnaires, comme avant ils étaient payés comme par l'État, mais aujourd'hui c'est une fonction libérale, comme les huissiers de justice, comme les avocats. Donc il y a aussi, par exemple, des structures comme Tigan World Music, comme Benedi Record, comme Saïscom, comme Merlu Probe, et pour citer que c'est dans le monde de l'événementiel, qui ne sont pas des structures étatiques, mais qui sont des agences non étatiques, on les appelle comme ça dans notre jargon, qui doivent être prises en compte. Aujourd'hui, ce secteur privé, sur le plan culturel, il faut avoir le courage de le dire, est plus dynamique que l'État, parce que l'État se désengage progressivement de la gestion et de l'organisation de certaines manifestations en faveur justement de ces structures privées qui doivent être accompagnées, qui doivent être dirigées et qui doivent être soutenues. Et c'est dans ce cadre justement que nous saluons, nous avons salué la création du Fonds d'aide à l'action culturelle, le fonds que M. Malik Kébé dirige, et ça c'est une des actions contenues dans cette nouvelle politique culturelle, parce qu'à travers l'alimentation de cette caisse, de ce fonds de développement à l'action culturelle, c'est tout le secteur culturel qui va connaître un certain bouillonnement, qui va connaître une meilleure structuration et surtout une meilleure professionnalisation. La formation, elle n'est pas exclue. Elle n'est pas exclue, parce que le critérium de la connaissance, oui, c'est la pratique. Absolument. Et pour pratiquer, il faut connaître. Pour connaître, il faut savoir. Pour savoir, il faut apprendre. Donc, nous allons créer, n'est-ce pas, des espaces d'échange, de cogitation, de discussion, de formation, en faisant venir des spécialistes de tous les sous-secteurs de la culture et en échangeant en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, la circulation des artistes et de leurs œuvres. Ensuite, faire en sorte que la propriété intellectuelle soit protégée. La loi sur les droits d'auteur et les droits voisins n'est pas encore votée par l'Assemblée nationale. C'est une de nos priorités. Et vous avez vu la réaction, le discours du ministre Sanusi Bantamasso, il en faisait allusion. Et je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que les créateurs puissent vivre du fruit de leur travail. Parce que je le dis toujours, après Dieu, c'est vraiment le cas les artistes qui créent.
Et donc, nous devons accepter d'accompagner le secteur de la culture pour que les élus du peuple, qui ne sont autres que les députés, puissent voter cette loi en faveur des créateurs. Quand je parle des créateurs, c'est des créateurs avec grand C. Ce n'est pas seulement ceux qui font de la musique. Parce qu'on confond toujours cela par ignorance ou par inculture, par une certaine catégorie de personnes. Donc j'en profite pour dire ici aujourd'hui que la culture, ce n'est pas seulement la musique, le tam-tam et les percussions. C'est beaucoup plus autre chose. Le styliste se retrouve dedans, le sculpteur se retrouve dedans, ceux qui sont dans les monuments et sites historiques se retrouvent dedans. Aujourd'hui, une des actions contenues dans cette nouvelle politique, c'est la construction de l'abri de Sosobala. Nous l'avons réalisé à Niagasola. Nous venons de terminer le recensement de tout ce que nous avons comme sites et monuments historiques dans notre pays. Grâce à la Direction nationale du patrimoine historique, le Centre international de percussion aussi vient de terminer le recensement de tout ce qu'on a comme rythme et percussion, danse aussi. Plus de 500 rythmes sont répertoriés. Et donc, vous voyez, nous avons aujourd'hui une banque de données, chose qu'on n'avait pas depuis plusieurs années. Bien. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers toutes ces données, nous allons, et nous y sommes d'ailleurs, vers, n'est-ce pas, vers ce qu'on appelle culture, l'économie créative, culture, industrie culturelle, culture créatrice d'emplois. Et cette culture-là, il faut que les décideurs comprennent qu'elle doit et obligatoirement contribuer à renflouer les caisses de l'État. Le Nigeria a donné l'exemple à travers le Nollywood. Il y a, dans les années 60-70, c'était les hydrocarbures. Ah, d'accord. Bon, aujourd'hui, malheureusement, notre casting est beaucoup plus sur les mines. Mais les mines finissent. Et ce qui est dans l'intellect, dans la tête des hommes de culture est impérissable. Et de ce qui fait que Platon n'a pas eu tort de dire depuis l'Antiquité que pour conquérir un peuple, il faut conquérir sa culture. Absolument. Alors donc, il sait de quoi il parle, parce que je l'ai dit, c'est un ancien ministre de la Culture, actuel secrétaire général du ministère de la Culture également. Et avec lui, on parle de cette politique nationale, la nouvelle, effectivement. Vous le savez, pour toute action publique, il faudrait qu'elle soit mue d'une vision, planifiée dans le temps pour qu'elle atteigne les objectifs, justement. Et c'est en cela que constitue une boussole cette politique. Nous reviendrons là-dessus dans la deuxième partie de cette émission pour qu'il parle des actions prioritaires prévues dans cette politique nationale. Annuellement, quelles sont les actions qui sont prévues et période par période et comment cette politique culturelle peut faire en sorte que ce secteur aussi participe à l'essor économique, notamment de notre pays. C'est l'enjeu justement de ce plateau, de ce tour d'horizon Café Débat. Tout de suite dans la deuxième partie, on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat en ce lundi consacré exclusivement à la culture. La Guinée donc qui s'est dotée d'une nouvelle politique culturelle. La Guinée qui est face au défi de la réhabilitation des acquis culturels, du patrimoine culturel, mais aussi face à la nécessité justement de marier cette culture nationale à celle du dehors, celle de l'extérieur bien entendu.
Et pour en parler, comme vous l'avez suivi dans la première partie de l'émission, je suis avec le secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, ancien ministre également de la Culture, et en disant tout à l'heure qu'il sait de quoi il parle, c'est aussi quelqu'un qui a un peu la casquette d'un philosophe, et qui parle de philosophe, parle aussi de culture, bien entendu. Alors oui, monsieur le ministre, alors quels sont justement les grands axes qui sont prévus dans ce document d'année en année, jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, la culture aussi soit un moteur de croissance, ou en tout cas qui participe à la croissance économique de notre pays, au-delà de la richesse culturelle que nous avons. Deux concepts essentiels. J'ai parlé d'universalité tout de suite. Universalité, c'est-à-dire que les pieds enfoncés dans la tradition et la tête dans la modernité, donc ouverte au monde entier. C'est aussi un document qui couvre une période décennale, c'est-à-dire une période de 10 ans. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le côté transversalité de la culture. Et donc, ce document tient compte de la transversalité. Parce qu'un de nos objectifs visés dans ce document, c'est de vulgariser la culture, les arts. Faire en sorte que, par exemple, dans les établissements d'enseignement scolaire et universitaire, que l'art soit enseigné. C'est extrêmement important. L'élève doit connaître l'histoire de son pays. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir des gens qui sortent avec leur master, avec leur doctorat, ils ne connaissent même pas l'histoire de notre pays. Absolument. Donc, à travers ce document, aujourd'hui, nous allons travailler en synergie avec des départements comme celui de l'éducation, du tourisme, de l'hôtellerie, du ministère de la communication. C'est transversal, donc tous ces départements-là, nous allons travailler avec eux pour faire en sorte que les sites et monuments historiques, une fois réhabilités, comme le site de Sosobala, le port de Farenga, le port négrier de Kassa ou de Fotoba, sont des sites historiques que nous pouvons rétablir. Oui, parce qu'il y a eu vraiment un cri d'alarme par rapport à ces sites que vous venez de citer là, oui. De Farenga, ainsi de suite. Oui. J'ai vu quelqu'un qui vraiment s'alarmait qu'il fallait qu'on sauve ces sites, donc c'est prévu en fait. C'est prévu et nous avons commencé à faire le recensement de tout ce que nous avons. La tombe de l'Almami Bokarbiro, la tombe de l'Uridi de Gomba. Donc tous ces monuments-là, tous ces sites-là sont déjà inventoriés et vont être mis en valeur, valorisés, et la promotion va être assurée par le ministère de la Communication en synergie avec nous, plus notre direction nationale du patrimoine historique. Il y a aussi le fait que certains vestiges matériels en termes d'archéologie, nous allons travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, et qui d'ailleurs l'année prochaine a décidé de réouvrir, n'est-ce pas, la faculté d'archéologie. Parce que c'est important qu'on puisse avoir des archéologues, des historiens de grande qualité qui puissent nous aider à faire les méthodes de datation. Nous avons découvert l'année dernière, en 2017, à Sangaredi, des pièces archéologiques qui sont plus anciennes que l'époque de la pierre taillée. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, il fallait des archéologues, nous étions obligés d'envoyer toutes ces pièces-là jusque dans les musées et ensuite dans les laboratoires de Londres pour pouvoir, à travers les nouvelles méthodes de datation que sont le carbone 14 et le potassium argone, créé par Cheikh Anta Diop, le Sénégalais, pour pouvoir assurer la datation de ces pierres précieuses qui étaient des marmites, qui étaient des céramiques et qui datent d'une époque antérieure à celle de la pierre taillée. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui au niveau des intellectuels, des historiens, est-ce que la Guinée ne serait pas le berceau de l'humanité? Pourquoi pas? Parce que ces pierres-là, ces vestiges matériels déterrés, avec d'ailleurs avec inconscience, les travailleurs des mines de la CBG, justement, on atteste que donc avant l'Homo sapiens sapiens, il y avait des hommes qui vivaient à Sangaredi, en Guinée. Donc, vous voyez un peu l'importance du patrimoine historique. L'importance de cela est
évoqué ici par les spécialistes du patrimoine historique, les grands historiens, parce que des professeurs comme Djibril Tamsir-Niane, Ali Gilbert Ifono, pour ne citer que celui-là, les professeurs Bonata Dieng, ont travaillé sur ce document. Absolument. Donc c'est un document de référence, et ensuite, qui est conçu par les Guinéens. C'est nous qui savons d'où nous venons, c'est nous qui savons où nous sommes, c'est nous qui savons où nous voulons partir. Donc ces trois questions, ces trois problématiques-là sont résolues, n'est-ce pas, dans ce document. C'est extrêmement important à dire. Bon, le côté de production au niveau, par exemple, phonographique, au niveau de la musique, qui parle de production, parle de trois concepts fondamentaux: la production, la promotion et la diffusion. Tout le monde sait que la Guinée, il y a un manque criard d'infrastructures sportive et culturelle, parce que c'est vrai, il y a la création qui se fait, la promotion se fait aujourd'hui. Sous la Première République, vous n'aviez pas les radios privées comme aujourd'hui, vous n'aviez pas l'internet. Aujourd'hui, la vente se fait en ligne, et aujourd'hui la promotion se fait par YouTube et par beaucoup d'autres plateformes numériques qui sont prises en compte dans ce document, qui n'existait pas dans l'ancien document, l'ancienne politique culturelle, parce que simplement, ce n'était pas la période. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde contemporain. Il faudrait qu'on s'adapte, n'est-ce pas, aux contingences du monde contemporain. Donc, la production, là, la promotion, là, et la diffusion sont prises en compte. Nous allons, à travers ce document, démarcher, d'abord, commencer à démarcher au niveau de l'État. Et ce qui est fait que nous avons demandé au président de la République, expressément, exclusivement, humblement, respectueusement, de mettre la main dans la poche. D'abord, lui, en tant que protecteur des arts et des lettres. Lorsqu'on dit, professeur Alpha Condé, président de la République, protecteur des arts et des lettres, on pense que c'est un slogan démagogique. Ça doit être écrit, ça a tout son sens, ça doit être dans un pays normal, ça doit être, non seulement c'est sacré, mais ça doit être dans la Constitution. Le président de la République. C'est comme à la Mecque, je ne sais pas, le roi est le protecteur des lieux saints. Voilà. Alors donc, en tant que protecteur des arts et des lettres, et je crois que sa volonté est ardente et sa détermination aussi est sans faille pour nous accompagner, il faudrait que l'État renfloue les caisses, n'est-ce pas, du Fonds d'aide à l'action culturelle pour une émergence de la culture, parce que qu'on le veuille ou pas, si on ne veut pas que ce document-là dorme dans les tiroirs, parce que les Guinéens les plus négatifs pensent que c'est des documents qui vont être conçus avec toute une vision, mais malheureusement, ça ne va pas être réalisé. Ça ne peut pas être réalisé si on n'a pas les moyens. Absolument. Donc le gouvernement mettra du sien. Ensuite, nous allons démarcher les institutions internationales de financement d'actions culturelles, comme l'Organisation internationale de la francophonie OIF, comme l'UNESCO, comme l'UNESCO, et comme l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine. Pour ne citer que ces institutions, nous irons vers tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, de près ou de loin, apporter quelque chose pour qu'on puisse réaliser les objectifs prioritaires qui sont contenus dans ce document et qui ne sont pas irréalisables. Absolument. Voilà, parce que c'est des choses qui sont tangibles, c'est des choses faisables, parce que c'est conçu par les hommes et des femmes du sérail. En tenant compte des réalités de notre pays. Du moment. Voilà. Je l'ai vu justement à la 78e page, il est mis ici les priorités de la nouvelle politique culturelle, et on cite entre autres améliorer le cadre institutionnel, mettre en place et rendre opérationnel un système d'information et de statistiques culturelles afin d'obtenir des données fiables permettant de prendre des décisions sur une base objective. Entre-temps, vous avez touché cette partie tout à l'heure. Renforcer les capacités des institutions publiques, assurer l'intégration des populations dans leur milieu environnement naturel, patrimoine matériel et immatériel, appuyer les associations culturelles et de jeunesse, ainsi que les autres organisations de la société civile pour leur permettre de participer pleinement et de façon autonome à la vie culturelle nationale. Voilà. Et puis appuyer et renforcer les capacités des entrepreneurs et des professionnels du développement culturel. Voilà. Donc là, tout est prévu. Maintenant, la question justement que j'allais poser peut-être pour terminer, c'était la dimension économique de tout ça. D'abord, ce qu'il faut au département pour mettre tout ça en pratique, cette vision en pratique, et ce que ça peut aussi rapporter, parce que ça va être un investissement et qui doit avoir du retour aussi. Je vais faire un plaidoyer en expliquant certainement que cette émission ne nous permettra pas, certainement on va avoir une autre émission pour laquelle je vais ressortir la dimension économique, la dimension rentable de la culture. Vous savez, dans les années 60-70,
nous qui nous étions, nous qui nous sommes lancés dans la promotion des arts et de la culture, on nous prenait pour des plaisantins, on nous prenait pour des gens qui n'avaient même pas été à l'école. C'est une erreur monumentale. Mon propre cas, lorsque le président Dadis Camara m'a nommé dans un premier temps ministre des Sports, de l'emploi jeune, beaucoup ont dit « Ah mais c'est quelqu'un qui n'a même pas été à l'école ». On oublie que je suis un produit de la révolution culturelle socialiste, un fruit de l'université guinéenne, parce qu'on voit l'étiquette musique, étiquette homme de culture. Mais je dois vous dire que la culture, c'est quelque chose d'extraordinaire. La culture aujourd'hui, je dis le nouveau terme, c'est l'économie créative. À travers tous les secteurs de la culture, nous créons de l'emploi. Nous renflouons les caisses parce que toutes les agences ou les structures étatiques ou non étatiques contribuent au développement du budget, non seulement de la création de l'emploi, mais à renflouer les caisses en payant les taxes et redevances à l'État. L'avantage qu'on peut tirer de la culture, on ne peut pas l'avoir dans les mines. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Je vous ai donné tout de suite l'exemple du Nigeria. Aujourd'hui, à travers ce film, à travers les films, l'industrie cinématographique, le Nigeria développe son PIB. Absolument. Nous pouvons faire la même chose. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est le lieu de le rappeler ici, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, je vous apprends que le premier film africain a été réalisé en Guinée en 1952. Le film s'appelle Mouramani. Et c'est fait par un auteur guinéen qui s'appelle Mamadi Touré. Mais aujourd'hui, le rendez-vous du film africain, c'est au Burkina Faso. Et je dois vous dire aussi, Ouri, je suis heureux de vous dire, et nous sommes fiers, que ceux qui ont mis sur ces fonds baptismaux le FESPACO au Burkina Faso, ce sont les cinéastes guinéens. Ils sont certains vivants aujourd'hui. C'est le doyen Moussa Kemoko Diakité, qui a fait plusieurs livres, plusieurs films, dont Naïtou les plus célèbres, et puis le doyen Barry qui a fait le film Éveille la liberté. Ensuite, les séries télévisées sont inspirées de la Guinée. C'est les troupes Benso Sodia, c'est Léoru Guéré, c'est Nil Palaou. Mais vous savez, on est dans un pays où on ne se prend pas au sérieux, où les concepts importants qui me sont chers sincèrement, Ouri, le savoir, le pouvoir et l'avoir sont bâillonnés dans ce pays. Quelqu'un qui a le savoir, on le traîne dans la boue. Quelqu'un qui a le pouvoir, on le traîne dans la boue. Et quelqu'un qui a de l'argent, on le traîne dans la boue. Je crois que nous devons capitaliser tout cela. Et je crois qu'à travers ce document, on ressort le côté important de la culture. Culture génératrice de revenus. Culture transversale, grâce à sa synergie avec le ministère en charge du tourisme. Les hôtels vont être bourrés, les sites vont être visités, et ces sites-là, justement, vont être les sources d'approvisionnement des caisses de l'État, parce que les taxes touristiques, en termes de visites touristiques, prenez un peu le port de Faragna, il est plus grand que l'île de Gorée, je suis désolé, nous avons des sites plus grands et plus importants que le site de... Oui, plus anciens. Les habitants, les ancêtres de la Caroline du Nord aux États-Unis sont originaires de Bofa. Ce qui fait que le riz s'appelle Caroline. C'est provincial. Ça provient de ça. Le riz qui est consommé, qui est cultivé à Bofa s'appelle Caroline. Et l'origine du nom Caroline aux États-Unis est partir de là, parce que les premiers esclaves qui ont été embarqués, qui ont été exportés vers l'Amérique, vers la Caroline du Nord, sont originaires de là-bas. Sous la Deuxième République, sous le magistère de feu général Lansana Conté avec son épouse Hadja Kadiatou VII, il y a eu une tentative de réhabilitation et de valorisation de Faraya avec la famille Lightburn de Nyarabeli. Justement, Lightburn, la famille Lightburn, c'est pas la première fois que je l'entends. Voilà. Parce que cet homme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un chercheur sur le site de Faragna, m'a justement parlé de cette famille. Voilà. Et donc, les descendants sont là, et il y a les traces. Donc, nous avons déjà recensé tout cela. Mais il faut des moyens. Justement, il faut des moyens pour concrétiser tout cela. Et ça, vous sentez la volonté chez le chef de l'État qui est vous savez, protecteur des arts et
de lettres. Est-ce que Vous savez, Ouri, peut-être vous me connaissez un peu, mais beaucoup peut-être parmi vos téléspectateurs me connaissent. Je ne suis pas un démagogue, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas un politicien. Mais j'avoue que depuis que je suis secrétaire général dans ce département, le président de la République, à chaque fois que nous l'avons invité, il est venu. À chaque fois que nous avons eu besoin de lui, et en sport et en culture, il nous a assistés personnellement. Donc j'avoue ici que j'ai l'intime conviction que nous avons déjà cette adhésion personnelle du président de la République. D'ailleurs, de toute façon, ça s'est remarqué à travers son discours, parce qu'on aurait vu un sage qui parlait avant-hier, le président. Au-delà de cela, c'est un écrivain. Absolument. C'est un écrivain. Il a fait beaucoup de livres avant d'être au pouvoir. Donc lui-même est un de nous. Donc je crois qu'il a cette mission-là. Et vous avez vu avec quelle cohérence, avec quelle logique le président parle lorsqu'il est devant la jeunesse, le sport et la culture. C'est l'une des rares fois que dans ses discours, tous ses discours, il y a une logique. Parce qu'il sait qu'il a affaire à des intellectuels. Et lui-même, il est fier de dire qu'il est intellectuel. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. C'est important de lui rendre hommage. Et c'est important de dire aussi ce qui est fait. Parce que comme on le dit avec les griots du Mandé, Koko Mimbake, Akakane Kafo. C'est extrêmement important. Donc je suis très à l'aise aujourd'hui de parler de cela dans votre émission, du soutien du président de la République. Et nous pensons que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre Kassouri Fofana, nous accompagnera. Vous avez vu que tous les présidents des institutions et de toutes les institutions républicaines étaient invités et présents. Et tous les présidents là étaient présents au Palais du Peuple. C'est un signal fort que nous avons voulu lancer. Les ambassades étaient présentes, tous les ambassadeurs étaient là, et aussi le système des Nations Unies, ils étaient tous là, parce que nous avons déjà des intérêts, des manifestations d'intérêt de l'OIF, de l'UNESCO. Nous pensons que ça va être une contagion au niveau de toutes les structures de financement d'action culturelle, et quand cela est fait, je crois que nous pourrons enfin dire que la Guinée a sorti une boussole qui non seulement va nous orienter, mais que cette boussole-là aussi va permettre à notre culture de sortir du coma profond dans lequel elle s'est trouvée pendant des décennies. D'ailleurs, en parlant de sortie de coma, et pour terminer, je dirais qu'il y a certaines actions qui avaient commencé à être mises en pratique pour ce réveil de notre identité culturelle. Je parle par exemple de la quinzaine artistique. Oui, la quinzaine artistique, le Festival national des arts et de la culture, ça fait partie de ce document-là. Voilà. Justement, parce que le festival, la quinzaine, on pense que c'est de la rigolade ou c'est de la campagne politique. Je suis désolé, c'est des espaces qui permettent de détecter les talents, d'encourager la créativité et surtout de faire en sorte que la culture de l'excellence soit de mise. Parce que c'était les meilleurs qu'on recrutait pour les mettre dans les ensembles nationaux. Donc ce sont des sources, disons, des pépinières pour nos ensembles nationaux, parce que vous allez voir que grâce à cette nouvelle politique culturelle nationale, il y a par exemple une nouvelle direction qui va être créée dans les prochains jours dans notre département, qui s'appelle l'Office national de gestion des ensembles nationaux. Ça veut dire que nous allons relancer, n'est-ce pas, et redynamiser les activités de tous nos ensembles nationaux, les orchestres comme les Bala et ses Baladins, le Horea Band, le Bembea Jazz, les ballets africains, le ballet national du Oliba, les percussions de Guinée, l'ensemble instrumental et choral de la République de Guinée. Donc toutes ces structures-là, qui sont sous tutelle, vont connaître un certain réveil et aussi une certaine dynamique de reconquête du marché international du spectacle qu'on a perdu. Bien. Voilà. Alors, tel le plan national de développement économique et social pour tout le gouvernement, j'imagine que c'est aussi le document boussole pour le ministère de la Culture, et c'est sur les pas de ce document qu'on va suivre les actions de ce ministère dans la réhabilitation de la culture guinéenne, et afin qu'elle participe aussi globalement au développement de notre pays. Monsieur le ministre, dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Nous aurons sans doute le temps pour revenir en détail sur tout le contenu de ce document. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview, et je voudrais dire que un peuple qui tourne le dos à sa culture, la violence n'est pas loin de ce peuple. Et je dois aussi dire, pour terminer, qu'il n'y a pas de futur sans culture. Je vous remercie. Pas de culture sans
Pas de futur sans culture, j'allais dire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir de voir. Merci. Merci. Alors, à vous, mesdames et messieurs, merci de votre attention. C'est puis un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat avec notre invité, bien sûr. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.